Bonjour, bienvenue à tous à cette conférence. Les données personnelles sont-elles solubles dans le CRM et Web Analytics? Donc c'est une conférence effectivement qui est réalisée conjointement entre le CMD, donc le Cercle de Marketing Direct, la délégation Nord, dont Nicolas Giard est le président, et Walil, donc Walil qui est le réseau Web Analytics de l'Eurométropole, dont je suis le fondateur. Donc nous allons vous accompagner sur les 50 prochaines minutes sur le sujet donc effectivement de protection de la vie privée, CRM et Web Analytics. Alors juste pour préciser, ça fait 3 ans avec Nicolas que nous co-organisons des conférences autour du CRM et Web Analytics. Pour nous, il y a effectivement le monde du CRM qui est effectivement le monde des données transactionnelles et qui sont en général non anonymes. Et il y a le monde du Web Analytics, en général, c'est des données plutôt anonymes. Et à un moment donné, l'utilisateur finit par s'authentifier sur le site, par s'identifier. Et à ce moment-là, il y a un point de convergence entre les deux. Donc ça fait 3 ans qu'on anime des conférences. Et cette année, compte tenu de l'actualité réglementaire et juridique, ça nous semblait important donc d'adresser aussi la partie réglementaire. Donc, parce que notamment, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, les visiteurs, les prospects, les clients sur le site, des annonceurs, des e-commerçants et VADistes, mais en même temps, sur les sites des e-commerçants, des annonceurs et des VADistes, il y a aussi des agences, des éditeurs, des solutions technologiques qui sont installées et qui font que ça fait un nombre d'intervenants assez important, donc qui ont trait à la collecte des données sur les sites des entreprises et après en lien aussi avec le CRM. Donc tout d'abord, avant de commencer, quelques mots sur le CMD. Alors, le CMD Cercle Marketing Direct, c'est une association qui fêtera cette année ses 30 ans. Donc, il y aura un ensemble d'événements à Paris au niveau du siège national du CMD. Il y a aussi des délégations en région. Il y a une délégation dans le Nord, une délégation historique, forcément, avec les métiers du marketing direct, de la vente à distance qui se sont développés ici. Une délégation autour de Lyon, une en Méditerranée, une dans l'Est. Et on pense ouvrir une délégation bientôt en Bretagne. Ce n'est pas un syndicat, il y a des syndicats, il y a la FEVAD, il y a le SNCD. C'est vraiment un cercle des professionnels qui partagent des expériences, des savoir-faire autour des métiers de la relation client au sens large dans un contexte très multicanal. Donc on est d'abord des gens orientés sur le client, la data client, c'est là où on va trouver effectivement tout le monde du ciblage, de la segmentation, de la personnalisation, du marketing relationnel. À côté de ça, l'objectif dans ce genre de conférence, c'est de dire, aujourd'hui, on va dire, il y a un monde de la data et du client, et puis un monde du trafic, du web analytique. C'est caricatural dans les deux cas de les réduire chacun à ça. Et l'objectif de ce genre de conférence, c'est de replacer le marketing direct dans un ensemble beaucoup plus large à travers des événements où on va aller de la prospection, où on va être beaucoup sur du trafic, à la fidélisation au travail. Donc voilà, le CMD, un groupe, on essaie de se réunir régulièrement avec des événements tout au long de l'année, des market week le soir, des conférences et des événements juste avant l'été. Et surtout, vous serez au courant, tenus au courant, les 30 ans cette année. Alors quelques mots sur Walil. Donc effectivement, c'est un réseau Web Analytics que j'ai monté il y a 3 ans, en 2009. Donc tout d'abord sur la métropole lilloise et depuis 1 an, j'ai étendu la communauté à la Belgique proche, donc à la fois la partie wallonne et la partie flamande. Donc c'est pas aussi structuré que le CMD aujourd'hui, parce que bon, il n'y a pas d'adhésion, voilà. Donc ça fonctionne de manière principalement virtuelle, parce qu'on a un groupe LinkedIn où il y a plus de 350 membres sur lequel vous pouvez adhérer. Il suffit d'aller sur walil.com et vous adhérez au groupe LinkedIn. On essaye d'organiser aussi des événements conviviaux pour que la communauté puisse se rassembler. Donc des apéritifs à Lille. On organise aussi des dîners en Belgique, à Courtrai, à Moucron et à Tournai. Et à 17h30 aujourd'hui, vous avez le rendez-vous des Web Analytics, qui est un événement social d'1h30 avec le témoignage de Jacques Warren, donc expert du Web Analytics au Canada, qui viendra nous parler du Social Analytics. Il y a aussi un événement qu'on organise, c'est le WACamp au mois de mars, qui est à Euratechnologie, qui est un après-midi sur le Web Analytics. Donc plus d'informations sur le site walil.com. Alors nos deux intervenantes aujourd'hui avec nous, donc nous avons tout d'abord Martine Ricoire-Maillet, donc qui est trésorière de l'AFCDP. Elle va nous expliquer dans quelques secondes ce qu'est l'AFCDP et qui est aussi cofondatrice du cabinet d'avocats BRM. Donc Martine, si... Oui, bonjour. L'AFCDP, c'est une association qui regroupe ce qu'on appelle les CIL, c'est-à-dire les correspondants informatiques et liberté. C'est une association créée en 2004 et qui, en fait, travaille sur des thématiques données personnelles et sur le métier du CIL.
Alors, cette association aujourd'hui compte 1000 membres et parmi les plus prestigieux d'ailleurs. Elle a des groupes de travail thématiques, il y en a toujours une dizaine en cours. J'ai animé notamment celui client et prospect qui va bientôt remettre son livrable. Ce livrable qui est une checklist du parcours du combattant, du correspondant informatique et liberté pour obtenir la conformité de son traitement ou de ses traitements. Et l'AFCDP a une délégation Nord que je représente également et que je vous invite à rejoindre si vous voulez le fruit d'un travail vraiment concret des gens dont aujourd'hui c'est le métier d'assurer la conformité informatique et liberté. Merci. Donc, deuxième intervenant, donc Fabienne Granowski, donc, qui est vice-présidente et responsable de l'atelier d'analogie du CNCD, en même temps présidente de fgconseil.fr, donc cabinet de conseil en marketing et en données personnelles. Donc Fabienne, si vous voulez présenter le SNCD rapidement. Bonjour et bienvenue. Le SNCD, Syndicat national de la communication directe, en fait c'est une association loi 1901 également, qui regroupe 140 membres qui sont acteurs de la donnée dans l'univers du marketing direct, c'est-à-dire aujourd'hui le marketing digital multicanal et le marketing direct traditionnel, avec des missions bien précises qui est d'accompagner le développement des métiers et de lui donner la prospérité qu'on lui souhaite avec l'environnement légal qui n'est pas forcément évident. Favoriser des échanges entre les acteurs de la filière et pour cela on fait des groupes de travail pour réfléchir sur des problématiques au sein du SNCD. Participer à la régulation des marchés, en particulier quand il y a une révision de norme 48 par la CNIL, on participe à cette révision de normes. Définir et veiller au respect des usages, ça veut dire rédiger des codes de déontologie. Et je vous encourage, si vous faites du marketing direct, à lire ces codes. Vous aurez plein d'informations dedans et plein de bonnes pratiques. Et puis ensuite, faire également de la formation. En ce qui concerne le SNCD, on a une habitude au SNCD, c'est qu'on bosse beaucoup et on fait beaucoup de livrables. Alors ils sont affichés ici, je ne vais pas les lire, mais je vous encourage vivement à aller sur le site sncd.org pour prendre connaissance de tout ce que nous produit. Voilà. Merci pour le SNCD. Merci beaucoup. Donc vous avez la possibilité de poser des questions Twitter en direct où il suffit d'envoyer un email, enfin un tweet au compte CRMWA, comme CRM Web Analytics, le hashtag CVAD. Donc n'hésitez pas à réagir sur Twitter. Et à la fin, donc, nous aurons une séance de questions-réponses avec la salle. Alors on va procéder, on va avoir plusieurs interventions. Tout d'abord, Nicolas Jarre va nous rappeler un petit peu quels sont les enjeux aujourd'hui, avec notamment tout ce qui est ciblage comportemental entre le web et le CRM. Après, Martine va nous présenter quel est l'état des lieux au niveau de la législation. Fabien va nous partager les bonnes pratiques qu'elle a pu voir à la fois en France et à l'étranger. Et je terminerai par une petite partie plus technique sur qu'est-ce qu'on peut faire techniquement, quelles sont les solutions disponibles pour gérer tout cela. Voilà, c'est parti. Ah, j'ai mon micro, c'est bon. Donc sur les nouvelles possibilités de ciblage, je pense que la question aujourd'hui, elle se pose de façon un petit peu aiguë, justement parce qu'on a des nouvelles possibilités. De façon générale, le ciblage et la problématique des données personnelles, ça existe depuis longtemps. La loi informatique et liberté date de 1978 et on n'a pas attendu effectivement l'avènement du web pour pouvoir se développer des techniques de profilage, la collecte des données personnelles et leur exploitation. Le web, ce qu'il a permis, effectivement, c'est de commencer à collecter de plus en plus de données. Et puis, il est apparu avec l'email en particulier comme un canal qui pouvant être beaucoup plus intrusif que des canaux courriers. Donc, on a commencé à se poser la question, il faudra peut-être qu'on régule un petit peu, le cadre ancien ne suffit plus. Et puis, ça s'accélère, on entend parler du big data. Et aujourd'hui, on a énormément de possibilités de capter soit avec son accord, soit de façon anonyme, sans même le lui demander, un grand nombre d'informations sur les clients. Et il y a tout un écosystème qui s'est créé autour de ça. Alors, ce que je voulais aussi, c'était représenter les enjeux et les grandes masses. Aujourd'hui, derrière moi, vous avez des chiffres qui viennent de l'UDA, qui sont la place du marketing direct et la répartition de ce qu'on appelle le marketing direct et le relationnel, qui pèse à peu près un tiers des dépenses de communication des entreprises. On voit que tout ce qui concerne Internet, achat d'espace, liens sponsorisés, c'est 8,3% effectivement des dépenses. Donc c'est vrai qu'ici, commerce connecté, VAD, on est très focalisé là-dessus. On voit bien que c'est un enjeu pour aujourd'hui 8% des dépenses des annonceurs.
On voit que le mailing papier, c'est encore 31%, moins 1%. Ce n'est pas la dégringolade qu'on imagine. L'imprimé sans adresse, qui devient de plus en plus technique, c'est 21%. Mais sur tous ces médias, il y a des problématiques de collecte et d'exploitation des données privées. Donc, c'est le premier message qu'on voulait faire passer. Ce n'est pas parce que je suis sur Internet que j'ai à me préoccuper de ces questions-là. Ça concerne effectivement l'ensemble des pratiques marketing relationnelles de l'entreprise, quels que soient les médias. Ensuite, si on regarde particulièrement tout ce qui se fait en ligne, on voit que l'achat d'espace, le display, c'est 24%. L'affiliation, 8%. L'emailing, 3,7%. Les liens sponsorisés, 41,6%. Et quand on regarde ça, on voit bien que tous ces médias-là online, à un moment donné, leur pertinence, elle est basée sur le fait que je reconnais le client, ou en tout cas, j'en sais un petit peu plus sur le client. Donc, se pose de façon très très aiguë, comment je peux utiliser les données personnelles. Le display, on va dire, c'est pas grave, moi j'achète des bannières publicitaires que je mets sur Internet. Et puis, j'ai choisi de les mettre sur tel site parce que je pense que l'audience de ce site-là correspond bien à mon public. Ça, c'est ce qu'on fait encore, c'est ce qu'on faisait au début du display sur Internet. Aujourd'hui, le display, il connaît une révolution. On va parler effectivement de plus en plus de ciblage du display. Le monde Internet était un monde où il n'y avait pas beaucoup de ciblage au démarrage. On paye beaucoup à la performance, donc on arrose assez largement et puis on paye ce qui revient. Les Américains, ils avaient une expression terrible là-dessus, ils disaient « spray and pray ». D'accord ? Je vaporise et je prie pour qu'il y ait quelque chose qui revienne. Et donc, on ne se casse pas la tête avec le ciblage. Ces méthodes-là, à cause de la délivrabilité, à cause de la réputation, à cause du spamming, elles deviennent de moins en moins efficaces, de plus en plus chères. Les rendements commencent à décroître de façon importante. Donc, on se dit, tiens, peut-être même que là, il faut cibler. Cibler, ça veut dire quoi ? Cibler, ça veut dire, à un moment donné, comprendre qui on a en face de soi. Donc, on est obligé de manipuler des données personnelles. Donc il y a des gros enjeux aujourd'hui. Tout à l'heure, Nicolas montrait un petit diagramme où on avait les annonceurs d'un côté, de l'autre côté, on avait les clients, on avait effectivement les agences et on avait les partenaires technologiques. Donc là, on voit bien qu'il y a beaucoup de solutions technologiques apportées par les partenaires qui permettent du ciblage et c'est l'Eldorado et c'est rêvé pour les annonceurs. À un moment donné, se dire tiens, je vais pouvoir reconnaître mes clients sur les réseaux sociaux et pouvoir comprendre qui est influent et ce que je vais pouvoir faire sur lui. Un petit peu le bon vieux parrainage du marketing direct. Si je connais un de mes clients dans les réseaux sociaux, je vois qu'il est influent, je me dis ses amis, ils doivent ressembler à mon client. C'est un peu les voisins de mes voisins ressemblent à mes clients. Donc on est toujours là-dessus et donc on va collecter beaucoup d'informations. Les chiffres que vous avez derrière, pour terminer, on va dire que 25% des investissements en ligne aux États-Unis sont dédiés au ciblage comportemental. 25%, ça commence à être énorme. 25% des 8% de tout à l'heure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes des techniques qui avant étaient plutôt spray and pray deviennent effectivement ciblées. On a reconnu, on va nous parler de tout ça, à travers des cookies, à travers des enquêtes, à travers la collecte du consentement. On a reconnu une personne et on va lui pousser une publicité. On va parler du retargeting par email. Quelqu'un est venu sur un site web, il a effectivement mis un produit dans un panier, il s'en va. C'est un client, ça tombe bien, je peux lui renvoyer une offre. Parce que je le connais, à un moment donné, il m'a donné l'autorisation. C'est un prospect, je ne le connais pas, mais est-ce que je peux lui renvoyer une offre ? Ce serait pas mal. Et puis finalement, c'est vachement bien pour lui parce qu'il est venu et je continue à pousser des offres qui sont pertinentes. Parce que l'idée, elle est là derrière. Il y a une grosse angoisse des consommateurs, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du marketing, on essaye d'être pertinent et de pousser des bons produits. J'ai envie de dire, il n'y a pas mort d'homme. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme cadre autour de ça pour qu'on puisse intelligemment faire ce métier ? 90% des annonceurs display aux États-Unis intègrent du ciblage comportemental. 90%, c'est énorme. Ça veut dire qu'effectivement, le marché du display aux États-Unis est devenu un marché où le display est ciblé avec ce type d'informations. Enfin, par exemple, on dit que le retargeting, j'en parlais ce matin dans une autre conférence, on dit que le retargeting générerait 35% du chiffre d'affaires d'Amazon. C'est quand même sympathique. Ça veut dire que je fais du trafic, je génère effectivement du trafic sur mon site web. Le taux moyen de conversion, il est peut-être aux alentours de 2%. Mais dans ces 98% qui ne commandent pas, il y en a certains que je reconnais et je vais pouvoir leur repousser des offres personnalisées. 35% du chiffre d'affaires serait généré sur ce flux-là. C'est énorme. Ça suppose évidemment que je puisse les reconnaître, placer un cookie, qu'ils m'autorisent à le faire, que le législateur me donne un cadre et que la profession me dise quelles sont les bonnes pratiques pour le faire. Voilà, on est vraiment au milieu de quelque chose qui commence à être très présent, les techniques de ciblage qui intéressent énormément de monde pour le bénéfice des consommateurs,
comment le fait-on? Alors c'est là où moi je m'arrête et les experts à côté vont en parler. Donc, je vais passer la parole à Martine Ricoire, donc, qui va nous présenter un petit état des lieux rapide législatif sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qui s'applique dès aujourd'hui à des e-commerçants, annonceurs et VADistes. Merci Nicolas. Effectivement, quand on parle de Web Analytics, il faut savoir ce que l'on peut faire et si l'on est en présence ou pas d'une donnée personnelle. Alors, je voudrais vous rappeler les fondamentaux parce que je pense que si on ne les connaît pas, on ne peut pas savoir quels sont les enjeux et de quoi on parle. On verra ensuite l'évolution de la législation puisqu'on a une évolution extrêmement récente de la législation et ensuite les modalités. Alors, les fondamentaux, la loi informatique et liberté considère comme étant une donnée personnelle. On est passé d'ailleurs, vous vous souvenez, 78 données nominatives à 2004 données personnelles. Toute donnée, tout élément permettant d'identifier directement ou indirectement un individu. C'était le résultat, la transposition d'une directive de 95. Ensuite, on a cette proposition de règlement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a une proposition de règlement européen qui va considérablement modifier la donne en cette matière et qui est prévue à l'horizon fin 2013-2014. Et notamment, la proposition de règlement évoque maintenant la notion de personnes concernées. Donc ça va un petit peu plus loin que la donnée personnelle qui permet d'identifier, puisque c'est la personne concernée. Et ce qu'a ajouté la proposition de règlement, c'est notamment la possibilité de considérer comme une donnée personnelle une donnée identifiante par l'adresse IP ou par un identifiant quelconque. Donc on est aujourd'hui sur un cadrage, j'allais dire, un peu plus large de la donnée personnelle. Ensuite, effectivement, il y a la donnée anonyme. On verra que quand il s'agit de mesures d'audience, dans un instant, il faut que les données restent anonymes. En revanche, quand on est dans le profilage, on est dans la donnée personnelle. Et là, commence à ce moment-là un certain nombre de règles qu'il vous faudra respecter. Alors, autre définition, le responsable de traitement. Parce qu'il faut savoir qui a les obligations doit respecter ses obligations imposées par la loi informatique et liberté. Est-ce que c'est le sous-traitant, le broker à qui vous faites appel ou est-ce que c'est vous qui déterminez la campagne que vous allez mener? La loi a une définition extrêmement stricte. C'est la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine les finalités, c'est-à-dire ce pourquoi je mets en œuvre le traitement, et les moyens du traitement. Avec cette restriction que les moyens du traitement, ça n'est pas toujours le responsable, malheureusement, qui peut jusqu'au bout les déterminer, mais ça, c'est un autre débat. Voici la définition légale, le responsable du traitement. Alors, l'article 32 de la loi informatique et liberté est un article fondamental qu'il vous faut connaître parce que c'est l'article qui fonde la nécessité de transparence à l'égard des personnes dont les données vont être collectées. La transparence, c'est cette obligation d'information, c'est un diptyque qu'il y aura pratiquement tout le temps lorsqu'on évoquera les obligations. Information toujours, consentement, certaines fois, dans certains cas, bien explicité par la loi, bien prévu par la loi. Alors, la loi informatique et liberté, dans son article 32, a une liste que je n'ai pas reprise ici, mais il faut que vous vous identifiez en tant que responsable du traitement, que la finalité soit bien précise et destinataire, et que les droits que vous connaissez, accès, rectification, droit d'opposition, soient bien stipulés. Et au-delà de ces obligations que vous devez respecter si vous vous trouvez en présence d'une collecte de données personnelles, vous avez également parfois le consentement à requérir. Et c'est là où le débat va se circonscrire pour le Web Analytics, puisque j'aurai à chaque fois à me poser la question, suis-je en face d'une donnée personnelle pour laquelle je dois requérir une information et dans certains cas un consentement, ou bien suis-je en face d'une donnée anonyme ou anonymisable ou anonymisée qui ne nécessite pas le consentement, mais nécessite quand même une information. Ça, j'attire votre attention. L'information, la transparence, c'est tout le temps. Alors, à partir, si vous voulez, du principe de consentement qui figure dans la loi informatique et liberté à son article 7, on peut déduire pas mal de choses. L'article 7 prévoit soit le consentement, soit des conditions précises, c'est-à-dire que le consentement devra être requis, mais certaines fois, lorsque vous avez un contrat avec la personne ou lorsque c'est votre intérêt légitime
en tant que responsable de traitement, vous pourrez vous satisfaire de ce qu'on appelle l'opt-out que vous connaissez tous en tant que professionnel, c'est-à-dire seulement la possibilité pour la personne de s'opposer et non pas le recueil de son consentement préalable. Comme vous le savez tous, on est passé aussi depuis la LCN en 2004 à un système d'opt-in où là, non seulement il faut l'information, mais le consentement préalable lorsque je traite mes données par la prospection électronique, donc opt-out, opt-in. Et l'évolution aujourd'hui, on la retrouve dans la proposition de règlement européen. Vous savez que le législateur européen est assez inquiet effectivement de toutes ces techniques. Il a peut-être tort parce que quand elles sont encadrées par des personnes comme celles qui sont autour de cette table ou par des institutions comme le SNCD, les droits des personnes sont sauvegardés, c'est certain, mais il n'y a pas que des personnes qui sont respectueuses de la loi. Donc la loi est de plus en plus précise et aujourd'hui, le principe est affirmé dans un des considérants, le considérant 58 de la proposition de règlement européen, qui vient dire que toute personne physique devrait avoir le droit de ne pas être soumise à une mesure fondée sur le profilage par traitement automatisé. Ça, c'est le principe affirmé. Toutefois, vient dire le considérant juste après, lorsqu'il y a des garanties et un consentement expressément recueilli, donc il y a à s'interroger sur la validité du consentement, sur la façon de le recueillir, il ne peut pas y avoir de consentement passif et tacite, en tout cas c'est sûr. Mais le règlement instaure ce principe qui va être repris évidemment dans un cadre légal français. Alors l'évolution législative, nous on l'a connue en France tout à fait récemment, puisque vous savez que ce qu'on a appelé la loi sur les cookies, c'est-à-dire l'article 32.2, c'est transposé dans la loi informatique et liberté, article 32.2, c'est le fait de devoir recueillir le consentement préalable pour pouvoir installer des cookies. Alors, quand j'ai dit cela, je n'ai pas fait de nuance. Le texte rappelle toujours l'information spécifique, éclairée de l'individu dont on collecte les données et soumet des exceptions à la notion de consentement préalable. Ces exceptions, c'est lorsqu'il faut effectivement installer des cookies pour faciliter la navigation, pour faciliter le panier de la ménagère, etc. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit de mesures d'audience, par exemple, lorsqu'il s'agit de mesures d'audience, l'on verra que les mesures d'audience doivent nécessiter uniquement une information. Donc, cookies de navigation, information, pas de consentement. Cookies, mesures d'audience, information complète, pas de consentement. Mais à la condition que les mesures d'audience soient des statistiques anonymes et ne puissent être recoupées avec des identifiants qui vous permettent d'arriver à l'individu. Donc ça, c'est important. Et ensuite, vous avez effectivement toutes les données de connexion qui vous permettent, en rattachant à un identifiant la personne, d'avoir ce qu'on appelle des données personnelles et un profilage dont vous parlera tout à l'heure Fabienne pour le SNCD. Alors, cette information, qui est une information aujourd'hui renforcée, puisqu'il faut qu'elle soit spécifique, éclairée, est une information et un accord, un consentement qui sont encore l'objet de discussions entre les professionnels et la CNIL, notamment sur les modalités avec lesquelles le consentement va être recueilli, parce que ça n'est pas évident. On sait par exemple que le paramétrage du navigateur ne nécessite pas de consentement préalable. Je veux dire que si c'est uniquement des cookies de navigation, le paramétrage suffit. Mais par contre, dans d'autres cas, il faut un consentement et les bannières, on sait que ce n'est pas forcément le bon truc. Je ne sais pas si Fabienne va en parler. Je pense qu'elle va parler de tout ça, donc je ne vais pas aborder la question plus avant. Alors, il y a également un texte que vous devez connaître et que vous connaissez peut-être, c'est la norme 48. Vous savez que dans les déclarations et formalités que vous devez accomplir auprès de la CNIL, vous pouvez le faire au moyen de normes qui sont extrêmement précises et qu'il vous faut respecter et dont le cadre, si vous sortez du cadre, ça n'est pas la norme 48, il faut faire une déclaration normale. Et cette norme 48, qui est la norme client-prospect, a été revue ici au mois de juin 2012.
la CNIL a considéré qu'effectivement, il y avait lieu, en raison des nouvelles technologies, de faire avancer les choses. Alors, je suis allée interviewer Judika Elfan, qui est le juriste avec qui d'ailleurs j'avais eu l'occasion de travailler pour la FCDP en vue de la révision de la norme 48, parce que la CNIL interroge tous les professionnels comme le SNCD ou la FCDP à cette occasion. Et donc je souhaitais aller un petit peu plus loin aujourd'hui et vous livrer les raisons pour lesquelles la CNIL avait souhaité faire évoluer cette norme 48. Donc si on peut lancer la vidéo. Comment ? C'est bon ? Voilà. Alors, j'ai posé 2 questions à Judika Elfan. La première, c'est qu'est-ce qui a poussé la CNIL à réviser la norme 48 ? Et la deuxième, qu'est-ce que ça change pour les professionnels aujourd'hui ? Bonjour Monsieur Fan, vous êtes juriste des affaires juridiques de la CNIL. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à l'occasion... Mes questions pour l'instant, ça va ? 48, moi pour la FCDP, pour la CNIL. Est-ce que vous pouvez nous dire, ça vous intéresse aujourd'hui, de savoir quels sont les objectifs de la CNIL lorsqu'elle a abordé la révision de la norme 48 ? Bonjour. Alors, quels étaient les objectifs de la CNIL quand elle a abordé la révision de la norme simplifiée 48 ? Ils étaient de 2 ordres. Le premier objectif était d'offrir aux responsables de traitement un outil en attente qui correspond à leurs attentes en matière de prospection et de commerce électronique. Et le second objectif était d'offrir aux responsables de traitement un outil qui leur permet d'assurer la conformité de leur traitement tout en respectant la vie privée des personnes concernées. Alors en ce qui concerne le premier objectif, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la norme simplifiée 48 a été adoptée initialement en 2005. Or, entre 2005 et aujourd'hui, il y a eu de nombreuses modifications ou de nombreuses pratiques qui ont évolué en matière de prospection et en matière de commerce, notamment de commerce électronique. Donc pour être le plus proche du terrain possible et pour mieux respecter la vie privée des personnes concernées, la CNIL a organisé une concertation. Cette concertation a duré plusieurs mois. On a consulté effectivement, on a eu l'occasion de se rencontrer, la FCDP. On a également consulté les organismes représentant les professionnels comme la FEVAD, l'UFMD, le SNCD, l'UDA ou le MEDEF, et puis également les consommateurs par le biais de l'Institut national de la consommation et également l'association CLCV. Donc, à l'issue de cette concertation qui a duré plusieurs mois, on a abouti à un texte équilibré qui permet à la fois aux professionnels de faire de la prospection et de gérer leurs fichiers clients, tout en respectant la vie privée des personnes. Et le second objectif de la CNIL, c'était d'offrir à ces professionnels un outil de conformité qui leur permet, s'ils respectent le cadre prévu par la norme simplifiée 48, d'assurer leur sécurité juridique et donc de faire de la prospection, obtenir un véritable avantage concurrentiel en obtenant la confiance des personnes concernées. Et puis, si vous voulez, on peut décrire rapidement quelles sont les nouveautés dans cette norme simplifiée 48. Parmi ces nouveautés, on a la possibilité, par exemple, d'organiser des jeux concours, la possibilité de recueillir l'avis des internautes sur un produit ou un service, par exemple. On a également renforcé tout ce qui était mesures de sécurité pour limiter les cas d'usurpation d'identité et les cas de fraude bancaire. On a également prévu des durées de conservation très précises dans de nombreux domaines comme la prospection. Aujourd'hui, vous pouvez faire de la prospection pendant 3 ans. Et on a renforcé la rubrique dédiée aux modalités d'information, de recueil du consentement et de droit d'opposition des personnes. Les professionnels se demandent également si cette norme simplifiée permet de l'appliquer au traitement des... Deuxième question, c'est ce qu'apporte la norme 48 aux professionnels. C'est une excellente question. Effectivement, la CNIL a considéré que les outils de Web Analytics pouvaient être utilisés dans le cadre de la norme simplifiée 48. Dans le cadre de cette norme simplifiée 48, on retrouve la doctrine de la CNIL en matière de Web Analytics. Les professionnels nous ont indiqué lors de la consultation qu'ils souhaitaient que les outils de Web Analytics soient inclus dans la norme simplifiée 48. Et c'est également un constat de la CNIL de voir que les professionnels éditeurs de sites Internet ont besoin d'outils de mesure de fréquentation de sites Internet pour pouvoir proposer un meilleur service aux internautes, pour pouvoir identifier d'éventuels bugs dans la navigation de leur site Internet. Donc la CNIL a considéré qu'on pouvait intégrer la norme simplifiée 48, utiliser la norme simplifiée 48 pour tout ce qui est mesure de fréquentation de site Internet. Par contre, elle a sorti de conditions. En effet, comme vous le savez, depuis l'ordonnance du 24 août 2011, le dépôt et la lecture de cookies sont soumis à l'information préalable de l'internaute ainsi qu'au recueil de son consentement, sauf exception. Et parmi ces exceptions, on considère que le Web Analytics en fait partie, à condition que certaines conditions soient respectées. Parmi ces conditions, la première, c'est
de se cantonner à une finalité de mesure de fréquentation de site Internet et de ne pas croiser les données de navigation avec, par exemple, l'adresse électronique, le courrier électronique de l'internaute ou également avec des données issues du fichier client. On considère également que l'internaute qui se rend sur un site Internet doit être informé, par exemple avec un lien sur la page d'accueil, de l'utilisation de mesures de fréquentation de site Internet ainsi que des droits dont il dispose. Et parmi ces droits, on peut identifier, par exemple, son droit d'accès ou un droit d'opposition, quel que soit le matériel utilisé par l'internaute et quel que soit son navigateur ou son système d'exploitation. Enfin, on a considéré que les durées de conservation strictes devaient être respectées, c'est-à-dire pas de cookies qui ont une durée vide de plus de 6 mois, par exemple. Si toutes ces conditions sont respectées, vous pouvez effectivement utiliser la norme simplifiée 48 pour faire du Web Analytics. Je vous remercie. Merci et bon salon. Oui, donc je vous invite à aller voir la norme 48 parce qu'il y a des secteurs exclus, établissements bancaires et autres, et puis il y a des données également qui sont admises et d'autres pas. Voilà, je vous remercie. Alors moi, je vais vous parler de bonnes pratiques maintenant. Donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on travaille avec tout ça? Comment est-ce qu'on travaille par rapport à ce cadre légal? On vous a brossé un peu rapidement, c'est vrai, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, vous le savez tous certainement, vous avez entendu ce nom, on est à l'ère du Big Data. Le Big Data, ça veut dire que la donnée est partout. Vous passez votre temps à déposer des contenus, à déposer des données, à en reprendre. L'ère du Big Data, c'est quoi? Ça veut dire que, par exemple, entre 2010 et 2012, on a produit autant de données dans le monde que depuis que le mot données existe et que ce concept existe, donc c'est considérable. Et aujourd'hui, on en est à une production annuelle de données qui est en 10 puissance 21. Ça s'appelle des étabits. Il faut que vous le sachiez parce que c'est un mot à la mode maintenant, d'accord? 10 puissance 21, ce sont des étabits et c'est les données. C'est quoi ces données? Eh bien, voilà un exemple de ces données. Vous avez ici, par exemple, l'expansion permanente. Ça veut dire qu'on a en téléchargement sur YouTube par minute 72 heures. Par exemple, sur Amazon, par seconde, on a 72,9 produits commandés. Par exemple, en tweets, on en est à 400 millions de tweets par jour. C'est absolument considérable. C'est ça le Big Data, c'est tous ces contenus. On comprend bien que tous ces contenus, ils ne se parlent pas forcément. En fait, ce sont des silos de données et la plupart sont structurés d'une façon complètement différente les unes des autres. On ne sait pas les exploiter. On sait que potentiellement, ça représente quelque chose d'extraordinaire, mais on ne sait pas très bien quoi faire avec. Bon, ça c'est posé. Voilà le cadre. Donc les données sont partout. Il y en a plein. On ne sait pas très bien quoi faire avec. On sait qu'il y a du potentiel. Mais il y a un autre principe qui vient derrière. C'est que d'un côté, vous avez donc l'univers des données personnelles qui est parfaitement réglementé et par une réglementation qui est précise, qui tient du pénal et du financier avec la CNIL. Et de l'autre côté, vous avez l'univers des données anonymes, qui lui est aussi important que les données personnelles, qui est beaucoup plus libre. Mais chaque fois qu'une donnée anonyme touche une donnée personnelle, elle devient donnée personnelle. D'où ce symbole de Pac-Man, en fait. La donnée personnelle mange constamment la donnée anonyme dès qu'elle la touche. Et la donnée anonyme vient évidemment sous le couvert de la loi informatique et liberté dès qu'elle a touché une donnée personnelle. Ça, c'est un point extrêmement important à comprendre, c'est qu'en fait, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, même avec des données anonymes, à partir du moment où on les rapproche de données personnelles. Voilà, ça c'est posé aussi. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe, le passage du retargeting, du ciblage au retargeting. Autrefois, marketing direct traditionnel, on fait du ciblage. On a des bases de données qui sont représentées avec des choses très structurées, des données personnelles bien précises. Et puis là-dessus, on va faire du ciblage, c'est-à-dire qu'en fait, on va chercher dans nos bases de données des groupes de population différentes pour leur faire des adressages différents et personnalisés. Là, on est dans le monde de la donnée personnelle, on est très heureux, tout va bien, c'est facile, tout se passe tranquillement. Et puis voilà qu'Internet arrive et la donnée anonyme arrive de plus en plus avec le cookie. Et là, on change complètement de schéma. On arrive à voir des choses sur nos écrans qui sont du display. On n'est plus sur une entrée de grande ville avec tous les panneaux les mêmes pour tout le monde. On est avec des panneaux d'affichage sur nos sites internet qui correspondent à nos aspirations et on est parfois très surpris. On est allé visiter un site de voyage et voilà qu'on nous pousse un hôtel justement
sur le site de voyage, enfin, de la destination qui justement nous intéressait il y a quelques jours. Ce retargeting display a interpellait, c'est des sujets qu'on traitait il y a 5 ans ici, avec beaucoup de passion. Le cookie anonyme est exploité, là on est sur de l'anonyme, on présente des offres, et ça surprend, ça dérange l'internaute qui se sent traqué, mais il est traqué sur de la donnée anonyme. Maintenant on va un petit peu plus loin, on a le retargeting par email, alors là on a rapproché les données anonymes de données personnelles typiquement, et on va vous adresser un mail par rapport à un site visité, par rapport à un panier abandonné. Là, effectivement, vous vous sentez complètement traqué. Ça veut dire aussi que quelque part, vous avez autorisé ce site à utiliser votre adresse, puisqu'il n'est pas censé vous adresser de sollicitation commerciale, c'en est une, sans votre consentement préalable. Ou bien alors, dans le cadre peut-être des services analogues. Voilà pour le retargeting par email. Mais bon, tout ça interpelle l'internaute. L'internaute se sent... quel contrôle sur mes données? Qu'est-ce qui se passe? Comment je me protège? Qui s'occupe de moi là-dedans? Finalement, dès que je vais quelque part, je laisse des traces. Certains s'en fichent, mais d'autres, ils sont très sensibles. Alors, il faut savoir que le contrôle des données personnelles, c'est une obligation légale. Martine l'a évoqué précisément. Vous n'avez pas le droit de collecter de la donnée personnelle sans prendre un minimum de précautions. Ces précautions, elles sont listées ici, mais je vous incite très simplement à vous rendre sur le site de la CNIL. Essayez de regarder ce qu'est la norme 48 parce que c'est une norme extrêmement facilitatrice lorsque l'on fait de la gestion client-prospect. C'est absolument génial, c'est un mode d'emploi, on le suit et en 3 clics, on est aux normes. C'est merveilleux, faisons-le. Il faut vraiment l'utiliser. Dans cette norme 48, on va également traiter l'aspect cookie. Donc il suffit d'appliquer strictement ce qui est inscrit dans la norme et on est également aux normes. C'est tout à fait rassurant. Et on prend aussi toutes les précautions de mettre sur son site les mentions légales qui vont bien et les mentions protection de la vie privée et cookies qui vont bien. C'est très important. Là encore, c'est dans la norme. Il y a juste à faire. Et si on n'a pas tout ce qu'il faut comme information sur la norme, sur le site de la CNIL, on pourra se rendre sur l'endroit où on vous indique quelles mentions est-ce que vous devez faire figurer. Elles sont rédigées, elles sont juste prêtes à être copiées, collées sur vos sites. Donc faites-le, c'est simple. Donc cette norme 48, encore une fois, c'est un outil pour l'entreprise et vous devez l'utiliser, vous devez en avoir connaissance dès lors que vous avez des fichiers clients-prospects. Comme le disait Martine, en faisant attention aux exclusions, bien évidemment, il y en a. Mais généralement, ça marche bien. Bon, tout ça pour dire que finalement, côté entreprise, on peut faire les choses assez correctement. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'internaute? Parce que lui, il a quand même très envie de se protéger et il ne sait pas toujours très bien comment faire. Alors, les entreprises ont pensé à tout ça, elles se sont regroupées, elles ont réfléchi. Et il y a un procédé qui s'appelle Do Not Track, qui fait parler de lui aujourd'hui, pas forcément bien, parce qu'il se trouve que Microsoft est en train de se l'approprier et en mettant un opt-in dessus, c'est-à-dire qu'en fait, par défaut, les navigateurs auraient un Do Not Track coché, et on ne vous suit plus pour faire indiquer au site web de ne pas me pister. Typiquement, ça c'est du retargeting sur des centres d'intérêt. Eh bien, en cochant ça, vous êtes en opt-in et donc on n'ira pas vous suivre. Internet Explorer 10 va donc, envisage aujourd'hui, il y a une grosse polémique autour de ça, de s'approprier. Mais ceci avait été créé par Mozilla, qui l'a depuis un certain temps déjà sur les sites, et ça fonctionne. Ensuite, vous avez le Your Online Choice. Vous en avez peut-être entendu parler de cela. Ça a été fondé, initialement lancé par IAB France, ensuite au niveau de l'Europe. Et là, en allant sur ce site IAB, vous allez vous-même positionner les cookies que vous voulez bien recevoir et ceux que vous ne voulez pas recevoir. Je n'ai qu'une remarque par rapport à ça, c'est que quand on garde la liste des sociétés qui déposent des cookies, c'est curieux. Il s'agit ici de quelque chose qui vient de mon ordinateur, je ne les connais pas. Donc c'est un tout petit peu difficile peut-être pour l'internaute, c'est un petit peu abstrait. Mais enfin, c'est un système qui existe, vous pouvez aussi refuser tout en masse si vous le souhaitez. Du coup, on ne sait pas bien ceux qu'il faut laisser et ceux qu'il faut enlever. Voilà, exactement. C'est un petit peu difficile. Donc on aura tendance à dire désactiver tout, ce qui est peut-être un peu dommage aussi. Et puis vous avez encore d'autres façons de faire, qui est d'utiliser des choses sur le marché, qui sont des petits plugins que vous installez sur votre machine et qui vont vous dire, tiens, il y a un cookie qui veut se poser, est-ce que tu en veux, est-ce que tu n'en veux pas? Tu dis oui, je prends, tu dis non, tu ne prends pas, et puis voilà. Voilà. Maintenant, quelques exemples de bonne conduite et quelques exemples de conduite qu'on va dire moyenne. Là, on est en train de faire les délateurs. Mais bon, c'est pour que vous profitiez de cette conférence pour prendre les bons exemples et peut-être aller regarder ce que certaines entreprises font et vous en inspirer. Donc, moi, je vais mettre une médaille d'or à 3 Suisses là-dessus, parce que 3 Suisses en bas, médaille d'or,
c'est quand même tout en bas de la page. Hein. Il faut vraiment descendre, descendre, descendre. Et tout en bas, on a quoi? On a données personnelles et cookies. Et quand on développe données personnelles et cookies, on a une vraie information qui est poussée, une information complète sur les cookies. Et on va aussi vous dire, si vous ne voulez pas, vous faites comme ci, vous faites comme ça. On va vous donner un petit peu toutes les recettes. Et ça, je trouve que c'est formidable, c'est très bien. Je dirais simplement, c'est peut-être un tout petit peu en tout petit, c'est peut-être un tout petit peu très bas. Mais c'est très bien quand même. Donc j'ai ressorti ici les éléments, c'est qu'en fait on vous raconte l'histoire du cookie, on vous dit à quoi ça sert, on vous explique tout. Bon, vous comprenez tout, vous ne comprenez pas, ça vous fatigue ou pas, peu importe, en tout cas c'est clair et vous savez où le trouver si vous voulez le voir. L'information est très détaillée et on va très loin dans cette information et on ne peut que féliciter 3 Suisses. Après vous avez des sites, je suis allée voir tout simplement sur Carrefour Belgique et là c'est juste incroyable puisque vous avez 9 pages de conditions d'utilisation du site et c'est noyé dedans, et en fait, on ne comprend pas tout, et c'est très regrettable parce que qu'est-ce que c'est que de faire un onglet spécial pour ça, avec des informations claires et transparentes? C'est ce que nous revendiquons à la CNIL, c'est ce que nous revendiquons aussi au niveau de l'Europe, une certaine loyauté, une transparence vis-à-vis de l'internaute, une clarté dans les propos aussi. Donc ça, il faut éviter de dire des choses un peu trop légères et un peu trop rapides sur ces sujets. Je crois que l'internaute mérite d'être entendu. Bon, alors ensuite, on a encore une médaille d'or, là, pour BBC UK, parce que là, c'est formidable. Et en plus, il y a un côté extrêmement ludique. Donc, on a un onglet en bas de la page, mais première page, on n'a pas besoin de défiler trop, tout en bas du site, qui s'appelle Privacy et Cookies. Et ça, c'est formidable, cet onglet. On va dessus, et c'est ludique, c'est sympa, on a envie de regarder. On partagerait bien un petit cookie, d'ailleurs, avec cette jolie petite fille. Et on va vous raconter vraiment l'histoire du cookie. Là, c'est carrément un mémoire... un petit mémoire de 5 pages, quoi, mais vraiment très très bien tourné avec toutes les informations. On entre vraiment dans le détail du cookie, on comprend ce que c'est qu'un first part, second part, c'est-à-dire partenaire, tiers, etc. Et donc ça, bravo, c'est très bien. Et alors ce qu'il faut savoir quand même, pour conclure cet exposé un petit peu rapide, vous comprenez qu'on vous dit beaucoup de choses en très peu de temps, c'est que ces sujets sont des sujets d'exaspération pour les internautes, mais donc également pour la CNIL, puisque les internautes vont se plaindre à la CNIL. Et donc, j'ai voulu ici vous présenter les principaux manquements informatiques et libertés, et les plus sanctionnés d'ailleurs. Et l'information des personnes et les droits d'opposition, les droits d'accès, c'est 15%, c'est un point important. La collecte licite et loyale des données, c'est 30%. C'est-à-dire à eux deux, ça fait 45%. C'est considérable. Lorsque vous collectez du cookie de façon illicite, vous tombez dans ces 30%-là. Il n'y a pas de quoi être fier parce que ce n'est pas très compliqué, d'expliquer à l'internaute ce que l'on fait avec ces données. Voilà pour ma partie. Merci beaucoup. Donc on va passer très rapidement à la dernière partie, parce qu'on arrive dans les dernières minutes de la conférence. Donc d'un point de vue technologique, quelles sont les solutions qui existent sur lesquelles on peut s'appuyer à la fois en tant qu'individu qu'entreprise? Il y a un plugin qui existe, qui s'appelle Ghostery, qui existe sur Firefox, Chrome, Internet Explorer, sur toutes les plateformes, qui est extrêmement pratique et qui permet à la fois en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, de savoir quels sont les cookies qui remontent, quels sont les marqueurs qui remontent sur une page en particulier. Donc très souvent, je me rends compte chez mes clients que la plupart des directions e-commerce ignorent l'ensemble des cookies qui remontent, et il y a des prestataires il y a des tags d'affiliation qui ont été mis en place, qui n'ont pas été enlevés. Donc déjà sur votre site, faites un check avec Ghostery pour voir effectivement quels sont tous les cookies qui remontent. D'un point de vue personnel, il y a aussi un outil qui est très pratique, qui s'appelle Privacy Choice, donc qui est disponible par contre uniquement sur Chrome de ce point de vue-là, qui vous permet de savoir effectivement quel est le niveau de degré personnel qui est partagé notamment sur Facebook et Google+. Donc Privacy Choice, c'est extrêmement pratique aussi pour poursuivre quelles sont les sociétés qui vous suivent et pour dire oui, j'accepte ou je refuse tel cookie de tel et type personne. Celui-ci, c'est plutôt moi en tant que particulier qui l'utilise. Voilà, par contre, en tant qu'entreprise, on peut recommander à ses utilisateurs d'utiliser ce genre d'outils de façon à gérer effectivement, je suis d'accord de recevoir un cookie de telle plateforme d'affiliation, mais pas de telle plateforme de retargeting. Alors après, vous avez les fournisseurs de Web Analytics qui fournissent maintenant des solutions de opt-out, où vous pouvez rediriger vos utilisateurs. Donc souvent sur la page de vie privée de cookies, vous pouvez rajouter un lien vers les modules de opt-out des différents fournisseurs de solutions analytics. Donc Google a notamment lancé un plugin qui permet ça. Donc là par contre, si vous installez ce plugin, vous ne recevez plus de données Google Analytics, vous n'envoyez plus aucune donnée à Google Analytics sur n'importe quel style. Là vous ne pouvez pas dire non, il est tel site ou pas tel autre. Vous avez aussi SiteCatalyst qui propose ce genre de solution. Vous avez aussi Ata Internet qui propose ce genre de solution, donc disponible
sur leur site, et vous aussi WebTrends qui propose ce genre de solution. Donc quel que soit votre outil de Web Analytics, je vous invite à consulter votre fournisseur d'analytics afin de voir effectivement quelles sont les possibilités de façon à ce que les utilisateurs de votre site puissent bloquer les cookies de mesure de Web Analytics. Vous avez aussi des sociétés comme Evidon qui se sont spécialisées dans la gestion effectivement des cookies, non seulement du Web Analytics, mais aussi de toutes les solutions de ciblage comportemental, d'affiliation, etc. Donc celui-ci comme Evidon, donc qui permet de gérer l'ensemble des cookies de manière globale sur un site et notamment avec les affiliés. Et de plus en plus, les Tag Management Systems, donc qui gèrent à la fois des marqueurs de Web Analytics et des marqueurs aussi d'affiliation, de ciblage comportemental, comportent des volets de gestion de la vie privée et qui vous permettent de proposer aux utilisateurs une gestion fine des cookies qui sont collectés sur votre site. Donc vous avez par exemple Tag Commander, acteur français, qui propose un module de gestion de la vie privée, et aussi d'autres solutions de tag management comme Sacnon et Tagman qui proposent soit leurs solutions, soit souvent un partenariat avec Evidon. Donc juste voilà pour très rapidement pour être tout à fait clair, hein, ce sont des outils là qui sont à destination des e-commerçants pour gérer la façon dont ils déposent et ils gèrent leurs cookies. Sur leur site. Donc ça vous permet de gérer de manière centralisée l'ensemble des cookies de vos différents partenaires avec visiteurs de vos sites. Là, on arrive dans les dernières minutes de la conférence. Est-ce qu'il y a des questions-réponses dans la salle? Ah, Julien? Merci Nicolas. Julien Coquet, je suis entre autres responsable pour la France de la Digital Analytics Association. On avait ce débat à l'occasion de Metrics Stockholm la semaine dernière. La vie privée, c'est pas uniquement les cookies. Je pense que le monsieur de la CNIL, effectivement, faisait le bon point. C'est aussi de savoir comment on va pouvoir faire de l'opt-out des données qu'on collecte. Maintenant, toute hypocrisie mise à part, quand vous allez à Carrefour, vous payez qu'une carte bleue, tout le monde sait quelle marque de yaourt, quelle marque de PQ, quelle marque de préservatif vous achetez. Et personne ne se plaint de savoir quelles sont les informations qui sont collectées. Donc, pour l'instant, la CNIL ne fait apparemment pas part de suffisamment de requêtes d'effacement de données de cookies ou de données privées. Quelle est votre position sur à quel moment est-ce qu'il faut dire stop? Je suis absolument confuse, mais on n'entend absolument rien. Donc votre question, si vous voulez vous rapprocher, on l'entendra en live, parce qu'il y a une espèce de retour épouvantable. Non, approchez-vous carrément. Je suis désolée. Est-ce qu'on m'entend mieux maintenant? Voilà. L'idée, c'est que le constat, c'est qu'on dit tous, on va au supermarché, on paye une carte bleue, c'est bon, donc tout le monde sait avec ce numéro de carte bleue que Madame Michu a acheté telle marque de yaourt, telle marque de on ne sait pas quoi. Et en définitive, Madame Michu ne se plaint jamais. Alors, est-ce qu'elle n'est pas informée? Est-ce qu'elle n'a pas l'information? Est-ce qu'elle ne sait pas ce que Carrefour fait avec son information? La question, c'est, à votre avis, quel est le degré d'éducation qu'on devrait donner aux consommateurs, parce que c'est vraiment là la clé du problème, c'est pas le législateur qui doit faire le boulot, c'est le consommateur, et à quel moment est-ce qu'on doit tirer la sonnette d'alarme? Alors, je prends la réponse si vous voulez bien. C'est un vrai sujet que vous évoquez là. C'est un sujet qui avait d'ailleurs été évoqué avec Nathalie Kosciusko-Morizet lorsqu'elle était responsable de tout ce qui est numérique en France. C'est un vrai sujet. On n'a pas la réponse. On envisage, la CNIL fait des actions dans ce sens-là, puisque la CNIL essaie de diffuser auprès des jeunes des conduites et auprès aussi une sensibilisation sur la formation nécessaire à l'outil informatique. Mais on n'est nulle part en France là-dessus, effectivement. Bien évidemment, on ne collecte pas de données anonymes en les rapprochant de données personnelles sans autorisation préalable, sans consentement préalable. Mais le consentement est quelque chose de parfois tellement vaste et tellement diffus et tellement perdu dans des conditions d'utilisation que voilà, c'est regrettable, mais vous avez raison de lever cette question. Juste un point de suivi. L'approche de l'ensemble de l'industrie est de dire que l'opt-out, de manière générale, ne fonctionne pas, du fait de ce problème d'éducation, justement. Donc, avec la seule réelle solution, c'est l'opt-in. Mais que pour que l'opt-in fonctionne, il faut que le consommateur comprenne ce qu'il retire du partage des cookies. Par exemple, je partage mon adresse email, j'ai droit à des promotions. Je partage mon nom de famille, je voudrais être rattaché à un envoi par rapport à un prénom, par exemple, ou une fête des mères. Et justement, ce qui manque, à mon sens, c'est le fait que l'internaute sache ce qu'il va en retirer. Oui, c'est un point de vue, c'est certainement un point de vue. Je pense qu'il y en a d'autres, effectivement, mais il y a un problème d'information, de loyauté et d'éducation. Tout à fait d'accord. Mais l'information, de toute façon, elle est renforcée dans les derniers textes, enfin la nécessité d'information. Alors, on considère toujours que le consommateur n'est pas forcément le consommateur moyennement avisé. Donc, c'est la raison pour laquelle le législateur européen et le législateur français
renforce à chaque nouveau texte la nécessité d'information et le type d'information à fournir. Donc je crois que l'information, elle va devoir venir forcément du responsable du traitement. Parce que le consommateur, par principe, ne va pas se renseigner d'emblée. Très bien. Ça sera le mot de la fin, parce que là, en régie, on me fait signe qu'il faut arrêter la conférence. Un grand merci à tous pour votre participation. Un grand merci à Martine, Fabienne et Nicolas d'avoir travaillé avec moi sur cette conférence. Et je vous donne rendez-vous à 17h30 sur le plateau télé au même endroit pour le rendez-vous d'Analytics, sur le Social Analytics avec Jacques Warren, donc à 17h30 précise. Et à 19h ce soir aussi, vous avez un gigapéro, donc juste après le rendez-vous Analytics qui aura lieu au bar de l'Île Grand Palais. On est à peu près 230 inscrits pour l'instant, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à tous et peut-être à tout à l'heure.